je crois que vous avez déjà eu le contenu de mon message tout à l'heure, parce qu'avec l'énergie et l'élégance des dames, on a constaté qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce pays. Et la réflexion que je me faisais personnellement, si les dames étaient aux commandes, peut-être qu'on n'aura pas Tilla Plis, peut-être qu'on n'aura pas Jimmy Cherizier et autres, parce qu'elles ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Félicitations, mesdames. Monsieur le ministre, honorables membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, nous nous réjouissons de vous retrouver cet après-midi pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Au regard du contexte sanitaire mondial et sécuritaire national d'Haïti, nous n'avons pas voulu organiser une fête à proprement parler, mais des retrouvailles réflexives pour opiner de façon conviviale sur un sujet d'importance majeure qui tient à cœur à notre organisation et à notre secrétaire générale, Madame Louise Moshikuyabo. Je veux nommer le sujet de l'égalité homme-femme. Ce sujet prouve, s'il en était encore besoin, que l'OIF est une organisation qui, certes, s'occupe de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, mais aussi se singularise par la défense d'un certain nombre de valeurs, des valeurs humanistes de paix, de solidarité, des valeurs de démocratie, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs liées à l'état de droit. Comme l'a dit récemment un ami, un Québécois, c'est Haïti qui est l'auteur de la première manifestation de la solidarité francophone à l'échelle mondiale, car c'est le vote d'Haïti qui a permis de lever la langue française au titre des langues officielles au niveau des Nations Unies. Hommage à Émile Saint-Lô de regretter mémoire, qui a fait ce vote en 1946 et qui permet aujourd'hui de compter le français parmi les langues des Nations Unies. Donc Haïti a démontré, avant même la création de la francophonie, un exemple de solidarité sur le plan international. Haïti, avant même cette date, s'est singularisé particulièrement en acceptant de donner la nationalité haïtienne à des gens qui ont été peut-être persécutés ailleurs et qui se sont retrouvés encore sur le territoire haïtien. Certains, comme l'écrivain algérien Katel Yassine, repris par l'académicien québécois d'origine haïtienne, Daniel Laferrière, parlent du français comme un butin de guerre pour les pays colonisés. Ainsi, il y a 51 ans exactement, soit le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, la francophonie allait être institutionnalisée par la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie, OIF. Aujourd'hui, la francophonie est composée de 88 États et gouvernements membres. D'après les chiffres officiels, le français est parlé par plus de 284 millions de locuteurs. Il y en a qui disent 300 millions. Ce qui fait de la langue, que le français est la langue la plus parlée au monde. Haïti occupe une place de choix dans l'espace francophone. Haïti est ainsi le seul autre pays des Amériques avec le Canada où le français est l'une des langues officielles. Haïti est aussi l'un des membres fondateurs de la francophonie et de beaucoup d'organismes francophones. Les Haïtiennes et les Haïtiens ont pendant des décennies contribué à la diffusion et à l'expansion du français dans le monde, tant à travers la production d'œuvres françaises que grâce aux effets des migrations diverses au Canada, en Europe, dans l'Afrique francophone et ailleurs. La culture est un des domaines phares, un des poteaux militants de la francophonie. On parle ainsi d'un patrimoine commun, moral et linguistique. La langue, qui est une manifestation de l'identité culturelle, le français, dans ce cas précis, est le ciment de cet ensemble. Pour beaucoup de pays, cette langue commune coexiste avec plusieurs langues.
L'OIF elle-même reconnaît et respecte la diversité culturelle caractérisant l'espace francophone. Le ministère dont je suis le titulaire collabore étroitement avec l'OIF. Ainsi, dans le cadre de l'appui que l'OIF fournit à ses États membres pour la formulation et la mise en œuvre des politiques culturelles, sa direction de langue française, culture et diversité a sélectionné à la suite à un appel à manifestation d'intérêt, le programme de développement des industries culturelles et créatives, PDICC, présenté par le ministère de la Culture et de la Communication, pour bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour la période 2020-2022. Ce projet vise à renforcer un système durable de gouvernance du secteur culturel en Haïti. Le ministère de la Culture et de la Communication collabore aussi avec certains États membres de la francophonie de manière bilatérale sur plusieurs projets. C'est le cas par exemple de la Suisse et de la France. Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite poursuivre ces diverses collaborations et même en développer d'autres, que ce soit avec l'OIF et avec d'autres États membres. Nous pensons justement que l'après-Covid-19 représentera une opportunité pour la francophonie de se renforcer et de se renouveler autour des actions pour la préservation des biens universels que sont la santé, l'environnement, les droits de l'homme, mais aussi la culture dans sa pluralité. Mesdames, Messieurs, il me plaît vraiment d'être parmi vous ce soir, je l'ai dit, pour célébrer la Journée internationale de la francophonie, inscrite cette année 2021 sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Pour ce qui me concerne, comme il a été mentionné précédemment, c'était aussi une rupture de vie, véritablement. On en guérit, hein, je vous rassure. Mais c'est une rupture sismique qui, finalement, me mène ici ce soir devant vous. Je vous remercie de votre présence. Et donc dans cette trajectoire, une trajectoire qui m'attache à Haïti comme universitaire francophone de fait, et plus simplement finalement comme être humain, cette trajectoire elle repose sur des personnes qui ont fait que, voilà, un jour, pour une raison que je ne connais pas, véritablement, je suis apparu sur le radar de ce prix que je suis très honoré de recevoir. Mes premières incursions en Haïti remontent à 1988, 1989, ça commence à dater, grâce au professeur Bernard Louis Pinet qui suivait ma thèse de manière patiente. Finalement, c'est lui qui est responsable d'une sorte de contamination que j'ai acquise à l'époque et dont je n'ai pas pu me débarrasser depuis. Le virus est resté en dormance pendant quelques temps, jusqu'à l'an 2000 à peu près, où j'ai été contacté par Yolène Surena, docteur Yolène Surena, qui dirigeait la toute jeune protection civile à l'époque. Et c'était le réveil du virus. Après ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler en Haïti de manière très proche avec le Bureau des mines et de l'énergie. Je remercie ces directeurs généraux successifs de nous avoir fait confiance, tout particulièrement Claude Préti, qui est le directeur général actuel, et les ingénieurs, les techniciens qui nous ont permis de mettre en place un programme de recherche scientifique sur plus d'une dizaine d'années, qui nous a permis, en fait, dès 2007, d'envisager, malheureusement, disons-le, le scénario terrible du 12 janvier 2010. Le séisme m'a transféré en Haïti comme scientifique, effectivement, et je me souviens encore de mon atterrissage à l'aéroport. Je vois la piste en face de moi, à une époque où on n'avait pas le droit d'atterrir, ça a été un peu compliqué, je vous passe les détails, et j'avais été accueilli à l'époque par Abel Nazer, Dieuson Anglade, Bernard Fils-Aimé, qui dirigeait la Fondation Voilée à l'époque, Gérard Laborde, et ils m'ont permis de fonctionner dans ces premières semaines un peu post-apocalyptiques. Et puis de commencer à comprendre, à entrevoir des leviers d'action dans le chaos général. J'ai pu travailler ensuite au cœur du système de gestion des risques et des désastres d'Haïti. C'est une expérience qui m'a, ouvert les yeux sur le business du développement. Et j'ai eu comme mentor Kathleen Monpoint, Thomas Pitot, Alta Jean-Baptiste. Et dans ces mêmes fonctions, j'ai eu un grand plaisir à travailler avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales de l'époque, Paul-Antoine Bien-Aimé, qui est universitaire lui-même, et qui un jour m'a dit « Mais monsieur Calais, vous vous êtes fondu dans le décor ». Alors j'ai jamais compris si c'était un compliment ou de l'ironie, mais bon. Je suis spécialement heureux de la distinction qui a été accordée à Éric Calais,
parce que Éric Calais est en effet un très bon exemple de ce que peut être la francophonie. Autour de lui, vous le savez, s'est créée une équipe de jeunes chercheurs haïtiens de haut niveau, des gens qui ont passé leur doctorat en France et qui désormais nourrissent une science autochtone, une science haïtienne sur toutes les sciences qui sont liées à la terre. Donc ça, c'est vraiment un exemple, je pense, de ce qu'il faut faire. Et c'est un exemple que nous essayons de dupliquer dans d'autres domaines avec des bourses de doctorat dans des secteurs très divers et avec l'appui des partenaires haïtiens comme la Banque de la République d'Haïti, mais aussi la francophonie universitaire, l'association universitaire de la francophonie. Donc nous essayons de faire émerger des talents académiques haïtiens et les flux étudiants avec la France se sont maintenus et se sont même développés en dépit de la situation. En dépit de la situation. Donc nous travaillons beaucoup, la France, mais je sais aussi les autres partenaires de la francophonie, pour renforcer ces liens intellectuels, ces liens universitaires, avec l'espoir, bien sûr, que tous ces jeunes talents haïtiens rentreront au pays pour que la société haïtienne puisse bénéficier de leur formation. Alors je ne veux pas être trop long, mais la francophonie s'illustre dans d'autres domaines. Nous avons lancé déjà des formations de professeurs. Nous allons former des professeurs dans divers domaines, notamment dans le domaine du français et de l'articulation entre le français et le créole. Et avant la fin de l'année, j'espère que nous allons lancer encore un programme plus vaste de formation des enseignants. Donc ça, c'est une francophonie qui est active, qui est pratique, qui est concrète. Et puis, je ne veux pas évoquer tous les domaines, ça nous prendrait trop de temps, mais je ne peux pas passer sous silence la récente mission de contact et d'information qui nous a été envoyée par l'OIF, où vous avez de hauts responsables de l'OIF qui sont venus voir en quoi l'OIF pouvait aider, si elle pouvait aider, et en quoi elle pouvait aider les Haïtiens à trouver les voies pour sortir de la crise politique actuelle. Donc tous ces experts sont venus, ils ont eu des entretiens très riches, sont repartis, j'espère qu'il en découlera quelque chose de positif. Donc vous le voyez, la francophonie s'exprime de manière très concrète, elle s'exprime en faveur des Haïtiens, notamment des jeunes Haïtiens, et avec votre appui, nous continuerons à travailler dans ce domaine et à creuser ce sillon.